Dans le magazine du 20h, nous allons nous intéresser à nos vêtements. Un projet de loi pour lutter contre la mode jetable est d'ailleurs sur la table des députés. Ces vêtements, pas chers, souvent importés de Chine, concurrencent ceux des enseignes françaises. Dernière victime en date, Jennifer, qui fut longtemps la marque des adolescents, est aujourd'hui en liquidation. Ses 999 salariés devraient connaître leur sort mi-juin. Reportage Léa Deschâteaux et Océane Lavalette. Depuis 14 ans, Fatima Kalki travaille pour cette enseigne de vêtements. Elle est même devenue avec le temps responsable adjointe de ce magasin près de Strasbourg. Qui fait quoi? Vous êtes toutes sur la livraison? Il y a quelqu'un qui te reprend en caisse? L'enseigne Jennifer vit peut-être ses derniers jours. Elle a été placée en liquidation judiciaire fin avril. Fatima Kalki ne s'attendait pas à devoir peut-être mettre la clé sous la porte. Il y a des journées où c'est vrai qu'à midi, on a notre première cliente, on encaisse notre première cliente. Et par rapport à l'époque où on ne se posait pas de questions. Emma Hoff est vendeuse ici depuis 2 ans. À 28 ans, elle se voyait rester au sein de la marque. Il n'avait pas l'intention de devoir changer de boulot. Je vais prendre ce qui vient, mais quand même chercher un peu un truc qui me plaît, même si c'est dans autre chose. Quitter le secteur du prêt-à-porter, c'est aussi ce qu'envisage Fatima Kalki, pour qui tourner la page Jennifer s'annonce douloureux. Ouais, c'est quand même 14 ans de ma vie. Jennifer, c'est une grande partie de ma vie. Et j'ai tout appris ici. J'ai saisi l'opportunité d'évoluer, justement. L'enseigne va-t-elle fermer définitivement? Depuis plus d'1 mois, les salariés vivent au rythme des rendez-vous judiciaires. Ce jour-là, ils attendent la décision du tribunal de commerce. Sur la table, 2 offres, 2 repreneurs. Le meilleur projet préserverait seulement 300 salariés, 1/3 des emplois actuels. À la sortie de l'audience, les visages sont fermés. La décision est reportée, une fois de plus. Toute l'équipe est fatiguée en fait, que ce soit les représentants, que ce soit les gens en magasin, au siège ou même au dépôt, ça devient compliqué de poursuivre l'activité en fait. Un sentiment partagé au même moment, à Strasbourg par Fatima Kalki. Le 12 juin, La colère pointe. ça commence le 12 juin, on va nous dire il faut attendre le 30 juin en fait. Ça nous trotte dans la tête. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va être pris par qui? Est-ce que ça va être pris? Sans repreneur, 1000 salariés de Jennifer pourraient perdre leur emploi. Des suppressions de postes qui s'ajouteraient aux 122 emplois disparus de Gap, aux 280 de Caporal ou encore aux 2600 de Camaïeu. Dans l'habillement, des dizaines de milliers d'emplois détruits. Un secteur qui souffre de la concurrence des plateformes chinoises de mode à très bas prix. Résultat, dans cette rue commerçante de Strasbourg, difficile de ne pas remarquer les rideaux baissés des magasins. À chaque fois que je viens, je vois que ça change entre des fermetures, des ouvertures. CA, ça ferme, ouais. Non, il y a plein de marques qui ferment, hein. Et c'est des grosses enseignes quand même, hein. Mais le textile français n'a pas dit son dernier mot. Après des années de crise, près de Lille, Promode renaît de ses cendres. L'entreprise a décidé de se recentrer en proposant moins de références dans chaque collection. En 2022, nous avions 17 produits. En 2025, on n'a plus que 12 produits. Ça permet à la cliente de mieux comprendre notre offre avec moins d'imprimés, mais des imprimés plus travaillés. Un succès retrouvé après des décisions radicales, de grands sacrifices et 2 plans sociaux. On a réduit notre parc magasin. On avait 1000 magasins, on en a 400 aujourd'hui. On est passé de 55 pays à 5 pays. Petit à petit, l'entreprise remonte la pente. L'an dernier, la marque était l'une des rares à voir son chiffre d'affaires augmenter. L'industrie textile est en voie de disparition en France, à quelques exceptions près. Aujourd'hui, beaucoup de marques françaises, qu'elles soient bon marché ou de luxe, font fabriquer leurs vêtements à Madagascar. Il y a le savoir-faire des Malgaches, mais surtout le coût dérisoire de la main-d'œuvre. Nous vous emmenons dans les ateliers gigantesques de Madagascar. C'est le grand format de Catherine Rougerie, Régis Maté et Patrick Miette. C'est l'une des plus grandes usines de textile d'Afrique. Sur cet immense plateau, en rang serré, plus de 2000 salariés fabriquent à la chaîne des vêtements pour adultes et enfants. Véronique Auger, une Française, Et combien de places là-dessus? dirige ce groupe qui produit pour des marques espagnoles comme Zara et françaises.
Orchestra, comme nous démarrons avec De Vred cette année. Nous livrons du tissu aussi pour des marques comme Jacadi ou Petit Bateau. Ici, 28 000 vêtements produits par jour à faible coût et que vous retrouvez dans vos magasins. C'est des produits qui quittent Madagascar entre 4 et 5 dollars et qui sont vendus à 24. Et plus la marque est positionnée haut de gamme, plus la marge, évidemment, est importante. Nous sommes à Madagascar. Ici, une centaine d'entreprises exportent dans le monde entier, y compris en Europe. La plupart situées à Antananarivo, la capitale. Comme Hollywood, son nom s'affiche en lettres capitales. Mais le quotidien est bien moins rose pour les habitants, qui vivent souvent de petits boulots, et pour les travailleurs du textile. Dans l'un des quartiers de la ville, Frédéric Wibo a implanté sa société, créée il y a 25 ans. Cet expert de la maille a investi 2 millions d'euros, notamment dans ses machines à tricoter. Se moderniser, un défi dans un pays où les coupures d'électricité sont quasi quotidiennes. Lors de notre tournage, nous avons nous-mêmes été témoins d'une panne de courant. Des infrastructures défaillantes, mais un atout, une main-d'œuvre minutieuse et peu chère. Il y a un salaire minimum pour les 40 heures de travail hebdomadaire, très compétitif. 60 € par mois. Donc c'est des salaires qui sont assez faibles. Mais c'est un emploi décent, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont déclarés, qui ont une sécurité sociale, qui sont soignés, eux et leurs familles. Donc on a un réel impact dans notre travail par rapport à cette population, sachant que des emplois que vous voyez ici, vous n'avez que 7% à Madagascar de gens qui sont officiellement déclarés. 1000 personnes confectionnent dans cet atelier, dont Catherine Rafarazoa. Je fais des points mousse et des points jersey, ainsi que des torsades. J'ai appris le travail ici même, depuis longtemps, 5 ans déjà. Aujourd'hui, elle gagne 60 € par mois. Mais comment vivre avec cette somme à Madagascar? Nous retrouvons cette jeune mère au marché. Elle fait les courses pour le dîner de la famille. Combien coûtent les poissons séchés? Ceux-là sont à 20 centimes d'euros, ceux-là aussi, et ceux-là à 40 centimes. J'en prends 2. Montant des achats, 45 centimes d'euros. Sur un mois, la nourriture représente presque la moitié de son salaire pour nourrir la famille. Oui, c'est cher, 45 centimes d'euros. Et c'est parce que je n'ai pas assez d'argent que j'achète le repas au jour le jour. À 28 ans, et même avec l'aide du salaire de son mari, elle peine à s'en sortir. Logée avec sa famille, dans cette unique pièce de vie, elle réfléchit à l'avenir. J'aime mon travail, mais si je trouve une autre entreprise qui propose un meilleur salaire et qui me permet d'améliorer nos conditions de vie, je partirai. Sinon, je resterai là où je suis actuellement. Demander des hausses de salaire, c'est la volonté de ce syndicat. Mais dans un pays où 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, ils sont souvent contraints de modérer leurs revendications. On est obligé de céder même des fois pour que les entreprises puissent rester. Parce que les faire fuir aussi, ça enchaînera d'autres problèmes aux travailleurs qui sera dépourvu d'emploi après. Si je vous comprends bien, il vaut mieux un travail sous-payé que pas de travail du tout. C'est vraiment la mentalité des Malgaches parce qu'on survit, comme je vous ai dit. On survit, quoi. De très faibles salaires, mais pas de quoi concurrencer la fast fashion chinoise et ses énormes volumes. Le savoir-faire et l'habileté des ouvrières malgaches intéressent les marques françaises, qui ont parfois un peu de mal à assumer se fournir à Madagascar. Nous les avons sollicitées à plusieurs reprises, d'abord par mail. Seuls 2 nous ont répondu. Je vous remercie pour l'intérêt porté à notre activité. Malheureusement, nous ne serons pas en mesure de participer à votre reportage.
Puis, la marque orchestra par téléphone. Elle ne sait pas que nous enregistrons. Est-ce qu'au moins vous me confirmez que la marque fait bien fabriquer à Madagascar? Je vous dis qu'il ne veut pas s'exprimer, donc voilà, il s'exprime pas. Et il n'y a pas que le milieu de gamme qui sous-traite à Madagascar. Les maisons de luxe aussi. Certaines le mentionnent même sur leur site internet. Comme avec ces sacs en raffia, dont certains dépassent les 4 500 €. Ou les modèles à 1 100 € de cette marque du groupe LVMH. Nous nous sommes rendus dans l'atelier qui les fabrique en plusieurs couleurs et formats. À sa tête, Farhana Goulamali. Elle a fondé son entreprise en 2015. Donc il y a plus de raffia. Ici, 1000 couturières transforment cette plante tropicale naturelle produite à Madagascar. Avec les heures supplémentaires, elle touche plus de 80 €. Principaux marchés, les États-Unis et l'Europe. Vous travaillez avec combien de clients? Une cinquantaine, principalement du groupe LVMH, Richemont et Kering. On travaille en général pour les marques de luxe, pour les grands groupes de luxe, mais sans forcément citer de marque, parce que certaines n'incluent pas ça dans leur marketing et communication. C'est pas dommage pour Madagascar, ça? Eh bien, moi, je voudrais justement qu'on positionne Madagascar comme le pays du hub de l'artisanat haut de gamme et que ce soit reconnu mondialement, qu'on sait faire de la qualité, qu'on a des talents incroyables, c'est pour ça qu'on les appelle les mains d'or, et que Madagascar soit positionné sur la scène internationale comme telle. Contactée, la marque qui appartient au groupe LVMH reconnaît le savoir-faire malgache et assure investir pour construire une école et former des artisans. En tous les cas, le pays compte beaucoup sur le textile. Zone franche, avantages fiscaux. Il espère que la filière va continuer à se développer. Le textile est le premier secteur manufacturier et le plus gros employeur de main-d'œuvre après l'agriculture de Madagascar. Mais pour devenir un acteur encore plus important de l'habillement mondial, il devra corriger un manque d'infrastructures et une promotion insuffisante sur les marchés d'exportation. Des vêtements pas chers, livrés à domicile, voilà qui fait flamber notre consommation. Chaque jour en France, 7 millions de vêtements neufs sont achetés. Et c'est mauvais pour l'environnement. L'industrie textile représente 8% des émissions mondiales de CO2. Comment rendre la mode plus vertueuse? On peut acheter moins, opter pour la seconde main ou privilégier les matières durables. Mode d'emploi avec Noé Poitvin et Samuel Guibout. Vos vêtements polluent-ils la planète? Fabrication, teinture, transport, connaissez-vous l'empreinte écologique de votre garde-robe? Prenons une tenue du quotidien, t-shirt, chemise, pantalon et basket. Pour fabriquer ce t-shirt, il a fallu près de 3000 litres d'eau. Cette chemise, eh bien, elle contient des matières synthétiques. Mon jean, il a été fabriqué à partir de pétrole et ces chaussures viennent de Chine. Bref, le bilan environnemental de ma tenue, il est mauvais. Alors comment s'habiller de manière plus éco-responsable? Le mieux c'est encore de ne rien acheter. Un vêtement abîmé, autant le réparer. Et si vous n'avez aucun talent en couture, pas de panique, il existe... Bonjour. Des Repair Café. Alors moi je vous ai ramené une chemise aujourd'hui. Elle est un peu abîmée, notamment au niveau des manches. Donc là on a quand même un gros trou, je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est de prendre un bout de tissu qu'on va mettre en dessous et coudre autour du trou. Le concept, recycler plutôt que de jeter, dans un esprit ludique, en apprenant des couturières. Ça permet d'aider les gens qui ne savent pas coudre et d'éviter de jeter tous ces vêtements. 10 minutes pour raccommoder ma chemise, le prix est libre. C'était une courte réparation, mais parfois, c'est vrai que si on a un vêtement vraiment abîmé, on ne peut pas toujours faire des miracles ici. Non, bien sûr, si le vêtement ou le sac est trop usé, il va falloir racheter. Acheter tout en limitant son empreinte sur l'environnement, c'est possible grâce à la seconde main. Les friperies qui offrent une nouvelle vie aux vêtements ont toujours le vent en poupe. Dans cette boutique parisienne, on privilégie le Made in France. Des fois, j'y vais, je passe 1 heure, je trouve rien. Et des fois, j'y vais, je passe une demi-heure, je trouve 5 trucs trop cool à 2 balles. Des articles entre 2 et 70 € en moyenne. Ce que j'aime bien avec la friperie, c'est qu'il y a aussi la surprise, parce qu'il y a du choix. En revanche, si vous comptez acheter du neuf qui pollue moins, il faut viser des marques dites éthiques, mais les prix ne sont plus du tout les mêmes. Pour cette professionnelle qui s'est lancée il y a 8 ans,
2 critères à prendre en compte. Le pays de fabrication et la matière naturelle de préférence. Évitez le synthétique. Donc c'est un t-shirt, il est 100% coton bio, voilà, c'est mieux pour la planète. Il est fabriqué au Portugal, il coûte 25 €. C'est vrai que c'est pas du tout les mêmes prix que dans la mode jetable. On va le payer plus cher parce qu'il est plus éthique, parce qu'il a été produit dans des conditions dignes, aussi bien sociales qu'écologiques. Concrètement, quelle différence de prix? À gauche, ma tenue issue de la fast fashion, 140 € au total. À droite, l'équivalent plus éthique de mes habits, 310 €. C'est plus du double, sans surprise. Bon, il n'y a pas de débat possible. Niveau prix, la fast fashion reste imbattable. Mais qui dit mode éthique dit vêtements de meilleure qualité, durables, que vous garderez plus longtemps dans votre penderie. Je vous disais que l'industrie textile était en voie de disparition tout à l'heure, mais il y a une production qui prospère en France. C'est celle du lin, de la fleur de lin, qui sera ensuite transformée en fil, puis en tissu. La France en est le premier producteur mondial. Reportage dans le Nord d'Anne Domy et Clément Jean-Pierre. On l'appelle l'or bleu. Un surnom que le lin ne doit pas qu'à la beauté de ses fleurs. Si cette fibre textile est si précieuse à nos yeux, c'est parce que le monde entier nous l'envie. La France est le premier producteur mondial. 162 000 hectares cultivés en 2024. Essentiellement en Normandie et ici dans les Hauts-de-France. Martin Bardel cultive ce savoir-faire dans les Flandres depuis 3 générations. Un terroir de premier choix. On est dans un bassin de production où le lin se sent bien. Donc cette bande côtière avec un climat assez tempéré, sans trop d'excès d'eau, sans trop d'excès de température, où le lin effectivement pousse bien. Une culture risquée. 3 fois plus courte que celle du blé, la pousse du lin est d'autant plus soumise aux aléas climatiques. Mais les bonnes années, son lin est rentable. Jusqu'à 30% de son chiffre d'affaires. Si je vous parle de la récolte 2024, elle est autour de 3,50, 4 € le kilo de filasse. Il y a 2 ans, sauf erreur, on était monté à près de 10 €. Près de 57 000 hectares de lin sont cultivés dans les Hauts-de-France. 40% des surfaces françaises. Avant de devenir la fibre textile qui nous habille, le lin passe par une étape de déshabillage, le teillage. On va retirer les graines, la paille, et à la fin, en fait, on va faire tomber toute la paille pour qu'à la fin, il reste que la fibre. 8000 tonnes de fibres de lin sont extraites chaque année dans cette entreprise familiale. L'usine tourne à plein régime. La cadence n'a jamais été aussi forte. En 5 ans, la production et la masse salariale ont doublé. Là, c'est vraiment une demande constante depuis quelques années, constante en croissance. Et on a vraiment, ce qui est vraiment dur en ce moment, c'est de produire assez pour répondre à la demande. Comme plus de 85% du lin cultivé en France, l'essentiel de ces fibres vont faire le tour du monde avant de revenir garnir nos garde-robes. Direction l'Asie. Parce que si on remonte le fil, le dernier lin 100% français, c'était il y a 30 ans, dans cette filature du Pas-de-Calais. Jusqu'à 1000 petites mains y ont travaillé avant sa fermeture en 1995. 3 décennies après avoir délocalisé sa production en Pologne, la 9e génération de la famille Salmon refait le pari d'une main-d'œuvre française. Ici, nous sommes dans le cœur de la filature. C'est vraiment notre cœur de métier. C'est là où en fait on récupère les bobines de la préparation, où on va en faire concrètement du fil. Face à la demande croissante de lin français, la filature vieille de près de 250 ans a réimplanté cette unité de production en 2022, tout près de ses terres natales, à Béthune. 5 millions d'euros investis. C'est un investissement de bon sens. Le lin, c'est une fibre qui est vraiment française. Le meilleur lin au monde est cultivé et produit en France, tant en qualité qu'en volume. Et qu'aujourd'hui, le seul maillon qui manquait pour produire une chemise 100% française, c'était la filature. 21 personnes ont été recrutées. Le double espéré d'ici fin 2028. Ce n'est pas encore l'histoire d'une relocalisation. Les 2 autres usines de la filature restent en Pologne. Mais la transmission du savoir-faire, elle, est déjà en chemin. Le lin parviendra-t-il à se tisser un avenir en France? En 10 ans, les surfaces cultivées ont doublé. Mais la plus écologique des fibres textiles est encore un poids-plume dans l'industrie. Sur l'ensemble des fibres produites dans le monde, le lin pèse moins de 0,5%.